Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse du BTC, on verra les différents setups, les scénarios qu'il faudra surveiller. Ensuite, on parlera d'Ether, des altcoins et surtout les altcoins qui performent bien, notamment XRP, AVAX, Chainlink. J'ai noté également quelques altcoins qu'on m'a demandé d'analyser dans la dernière vidéo, donc on les verra également en détail. Et voilà, on va faire une revue du marché avec un marché qui a été plutôt baissier aujourd'hui et qui se rattrape. On a une annonce économique également qui est tombée, donc qui a permis, qui est plutôt pas mal, donc ça, c'est pour ça qu'on a une petite performance là sur les 15-20 dernières minutes. Donc BTC, on a perdu son niveau des 96 500 $. Et on est revenu chercher les 95 000. Pour le moment, on a une bonne réaction acheteuse. On attend la clôture H4, mais c'est vrai qu'on est sur une clôture H4 qui serait pas mal vu qu'on a ici un ravalement, et ça serait bien de repasser et réintégrer le niveau des 96 500, 600 $. Comme je dis, on a eu une annonce économique qui a été plutôt pas mal, qui est tombée à 16 heures, et on a un BTC qui a bien poussé, même si on regarde au niveau du marché US, par exemple le Nasdaq, voilà, à partir de 16 heures, on a eu une bonne poussée. On a tout simplement eu le PMI, c'est tout simplement un indicateur composite de l'activité d'un pays. Donc c'est quoi? C'est une fois par mois, c'est une enquête qui est envoyée à des directeurs d'achat afin de voir tout simplement comment se porte le secteur. Un directeur d'achat, c'est un chargé, il est chargé d'approvisionner une entreprise en biens, donc c'est des commandes de matières premières. Et ça permet tout simplement de voir comment va se comporter l'économie à l'avenir. Un PMI qui est supérieur à 50, ça veut dire qu'on a un secteur qui est en expansion. Donc il y a l'augmentation de nouvelles commandes, de la production, du recrutement, etc. Ça a un lien tout simplement. Et si on a un PMI qui est inférieur à 50, on a un secteur qui est en contraction. Donc là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais du coup, on est inférieur à 50, comment ça se fait qu'on a un marché qui réagit bien? C'est tout simplement qu'on avait des attentes qui étaient en dessous encore du niveau qui a été du chiffre qui est sorti. On s'attendait 47,2, donc au final, oui, ça pourrait être mieux si on était au-dessus du 50, comme je dis, et quand on est au-dessus de 50, on a un secteur qui est en expansion, mais on est mieux que les résultats qui sont attendus, donc c'est pour ça on a un marché qui réagit plutôt pas mal, donc tant mieux, j'ai envie de dire, là-dessus, et ouais, c'est le BTC là, la clôture H4 va être assez importante, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là. J'ai pas spécialement pris de trade suite à ce mouvement, même si on était dans une bonne zone, on a quand même rebondi, on a bien rebondi, mais j'avais pas les conditions et les setups de mon côté pour prendre position. Maintenant sur le BTC, on est toujours dans cette phase de latéralisation. Les bornes basses et la borne basse et la borne haute sont les deux zones les plus intéressantes pour se positionner, hein, c'est-à-dire chercher des achats sur la borne basse ou chercher des shorts sur la borne haute. Il y a quelqu'un qui m'a dit un commentaire assez intéressant, il m'a dit chercher des shorts à 99 500, 600 $ et mettre un stop loss juste au-dessus des 100 000 $, ça peut être une zone d'invalidation parce que, comme on l'avait vu, on a un gros mur au niveau des 100 000 $, donc pas mal d'ordres de vente qui sont en attente d'être exécutés. Ça peut être une stratégie. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si on passe les 100 000 $, on peut s'attendre à un short squeeze assez rapidement, avec une grosse candle, et ça, le fait d'avoir un short squeeze, on a énormément de fermetures de position, dont des stop loss de short, et il peut y avoir un slippage, c'est-à-dire que vous faites déclencher votre position, mais le fait de déclencher une position comme ça, on a tout simplement un buy market, on rachète sa position, c'est un ordre agressif, c'est un ordre au marché, et si on a un slippage et un gros short squeeze, c'est possible d'avoir sa position qui s'exécute beaucoup plus haut, d'avoir un slippage et du coup avoir une perte qui est beaucoup plus importante. Donc c'est un trade qui peut se prendre et qui est tout simplement logique, hein, de chercher des shorts sur une borne haute juste au niveau d'une résistance avec un chiffron psychologique des 100 000 $. Par contre, si on a un short squeeze, calculez bien votre risque dans ce genre de configuration, parce que si on a un slippage qui est assez important, on peut avoir une perte qui est beaucoup plus importante que ce qui avait été envisagé de base, tout simplement. Donc en tout cas, les extrémités sont des niveaux intéressants. 95 000 $, c'est un niveau de support. 96 500, si on repasse au-dessus, c'est également un niveau de support. Maintenant, on est dans un range. On le voit bien, on était dans une bonne dynamique haussière, c'est représenté par des moyennes mobiles orientés à la hausse. Ici, on a un 1 heure qui est plat, on a un 15 minutes qui est plat, ça nous montre et ça nous témoigne tout simplement d'un range. Et j'ai envie de dire, pour moi, hein, ça m'arrange que BTC range, parce que on a de l'autre côté des altcoins qui performent bien. On voit bien XRP, Chainlink. Si on regarde la Bitcoin dominance, on a toujours la Bitcoin dominance qui est en baisse et qui est en train de break le bas de son canal aussi. Donc là, on attend des clôtures weekly, mais déjà on a une très bonne clôture weekly hier. Si je regarde le tunnel daily, vous voyez, on est en train de perdre ce niveau-là. Maintenant, on ne veut pas le réintégrer, on veut vraiment de l'acceptation en dessous de ce niveau-là. Donc vraiment, si on pull back, on rejette, ça serait vraiment intéressant, même si on commence à enfoncer et vraiment passer du temps en dessous. Ce qu'on ne veut pas en général quand on break comme ça un niveau, c'est très rapidement le réintégrer. Par contre, plus
plus on passe du temps en dessous, plus il y a de chances qu'il soit break, et comme je l'ai dit, c'est vraiment le signal que j'attendais pour vraiment parler d'altcoin season. C'est voilà, rejet au niveau des 60%, on avait une bonne confluence de niveau, pattern ici qui nous montre une réaction vendeuse, break du canal par le bas, et dans ce cas-là, pour moi, on pourrait revenir chercher les 48%. C'est une target réaliste, hein, et tout simplement le haut de ce précédent range qui est un niveau de résistance qui est censé faire office de support. Mais déjà si on passe de 56% à 48%, on aurait clairement des alts qui pourraient en profiter. Après si on break ce niveau-là, on a l'extrémité basse qui sera tout simplement à surveiller. Mais ouais, c'est plutôt pas mal ce qu'on a ici sur la Bitcoin dominance, et ça nous permet d'avoir des altcoins qui sont fortes, des altcoins qui performent bien. On verra après les altcoins, on va regarder Ether avant, mais je termine quand même sur BTC. Pas spécialement de setup qui s'enclenche. On est dans un range, donc dans un range on cherche plutôt à se positionner sur les extrémités. Au niveau sur du court terme, des ordres potentiellement de vente ou d'achat qui sont en attente d'être exécutés, on en avait chiffrant psychologique des 97 000 $. Bon, on voit qu'on a une petite réaction vendeuse. Ça peut être toujours des zones pour prendre des profits ou ouvrir un scalp sur du court terme. Sinon après, il y a pas d'ordre alarmant, hein. La prochaine zone, ça sera 98 500 $ si on y va, puis après 99 000, et après le gros niveau des 100 000 $. Si on revient plus bas, on a des ordres là vers les 94 000 $ qui seront intéressants à surveiller, mais pour moi on a un marché qui pousse, et voilà, prochaine target là, d'un point de vue action du prix, revenir chercher le previous daily high, et voir le plus haut de la journée vers les 98 200 $. En tout cas, bonne pattern ici de retournement. On repasse au-dessus de la VWAP. Si je mets ici le volume profile, on repasse au-dessus du poke. Vous voyez, on a réintégré le poke, on est venu le pullback. Donc là, on a clairement une pression acheteuse qui est en cours. Et dans ce genre de configuration, pour ceux qui font de l'intraday, voire du scalp, là, on cherche des achats. On a une bonne dynamique haussière, une bonne tendance. Ça sert à rien de chercher des shorts dans ce genre de configuration. Maintenant, c'est sûr, si on arrive chercher ici le pressant sommet, on commence à avoir une pattern de top. Vous voyez, ici, on le voit bien. On a un premier creux qui se forme. On revient chasser ce creux-là. Directement, on a une réaction acheteuse. Ça nous indique déjà que, ok, on a potentiellement un intérêt acheteur. Surtout, on est sur un gros niveau de support qui avait réagi auparavant. On revient encore une fois chercher ce niveau-là, à nouveau encore une réaction acheteuse, qui est suivie par un ravalement. Donc là, ça nous montre que, très bien, on sait que dans cette zone-là, on a des acheteurs qui se manifestent et qui empêchent le prix d'aller plus bas. Après, c'est pas pour ça que c'est du 100% de réussite, que ça y est, il faut all-in. Mais déjà, vous avez surtout une zone d'invalidation. Vous savez que si les acheteurs défendent ce niveau-là, si on perd ce niveau-là, c'est une invalidation pour vous, parce que ça veut dire que les acheteurs qui sont positionnés à ce niveau-là pour défendre le prix, ils ont la tête sous l'eau, et c'est potentiellement des traders, des positions qu'on peut liquider par la suite. Après, dans tous les cas, au bout d'un moment, faut rentrer en position si vous avez votre setup, et voilà, toujours avoir une bonne gestion de risque, un stop loss sous la zone qui vous indique que votre trade est invalidé. Après, targeter, ça peut être le poke, ça peut être une zone d'imbalance, ça peut être un previous daily high, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, une bonne réaction acheteuse qui est en cours. Au niveau d'Ether, qui était un peu plus faible que le BTC ces derniers jours, on le voit bien ici sur la paire ETH-BTC, sur les 2 derniers jours, il a globalement beaucoup plus retracé, mais toujours dans une dynamique haussière. De la même manière, si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, comparé à BTC qui lui est dans un range, Ether, on était au niveau du tunnel 1 heure qui faisait office de support. Hier, je vous avais parlé, si on perd ce tunnel 15 minutes, le tunnel blanc, la prochaine zone qu'il faudra surveiller, ça sera le tunnel 1 heure, le tunnel orange. On revient chercher le tunnel 1 heure. Pour le moment, on a une bonne réaction acheteuse, qui est en confluence d'ailleurs avec un point pivot weekly. Donc voilà, moi j'aime bien en général ce genre de confluence de niveau, que ça soit point pivot daily avec un tunnel 15 minutes, comme on avait ici, comme on avait par exemple ici, et confluence point pivot weekly avec un tunnel 1 heure. Ça, pour avoir des réactions acheteuses comme ça, en général, c'est très intéressant. C'est pas systématique. À chaque fois, pareil, il faut avoir une bonne gestion de risque, faut bien se positionner, avoir une bonne exécution, une bonne zone d'invalidation. C'est pas magique, d'accord? C'est, quand on regarde comme ça après, c'est toujours simple de se dire, ah bah oui, si j'avais su, je serais rentré pile poil ici. Mais après, voilà, chacun son setup, chacun ses manières d'entrer. Moi, je sais que j'ai souvent des setups qui s'exécutent sur ce genre de confluence de niveau entre tunnel 1 heure et point pivot weekly. Puis là, on voit, on pousse à la divergence haussière. Alors, ça, c'est des magnifiques setups pour faire de la continuation de tendance, parce que Ether, comparé à BTC qui, lui, est dans un range, Ether, lui, est en tendance haussière. On voit bien, les creux, les sommets sont de plus en plus hauts. Si on commence à galérer à franchir le 15 minutes, on break le 1 heure, on
voilà, là on pourra le voir potentiellement rentrer dans un range avec une borne haute vers les 3720, borne basse 3540 $, mais pour le moment c'est absolument pas le cas. On a un premier rebond sur ce tunnel 1 heure. On est au contact au niveau du tunnel 15 minutes. Maintenant, on va falloir voir comment le prix se comporte. Mais dans tous les cas, même si on est dans un range, partez du principe que les ranges précédés par une dynamique haussière ont plus de chances de break par le haut. Vous voyez, ici, on était dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. Ici, on était dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, etc., etc. Ça marche sur du moyen terme, ça marche également sur du court terme. Si je prends des ranges beaucoup plus court terme qu'on avait, voilà, par exemple ici on a un exemple, on a un range, donc un range c'est une phase de latéralisation, on n'a pas de tendance, c'est-à-dire on fait ni des creux et des sommets de plus en plus haut, ni des creux et des sommets de plus en plus bas. Là si je note les creux de plus en plus haut, très bien, mais sommet de plus en plus bas. Donc on est dans un range / contraction. Dans tous les cas, on est bloqué entre deux bornes. Vous prenez toujours votre dynamique de fond, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé avant ce range-là? Très bien, on regarde, et ben avant ce range-là, on était dans une dynamique qui était haussière. Vous voyez, ici, on n'est pas dans des phases de compression. On fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Et ben dites-vous que un range, s'il est précédé par une dynamique haussière, il a plus de chances de break par le haut. Et inversement, s'il est précédé par une dynamique baissière, il a plus de chances de break par le bas. Pourquoi? Tout simplement parce que une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Donc c'est plus intéressant de chercher à jouer la continuation de tendance, sur les dips à chercher à se positionner, pour jouer la continuation de tendance, comparé à une dynamique baissière, où pareil, on va chercher à jouer la continuation de tendance, mais à la baisse. Et en aucun cas, dans une dynamique haussière, on va chercher des shorts en se disant, c'est le top, c'est sûr. Ah là, c'est le top, c'est sûr. Non, la dynamique est haussière, les ranges, les pullbacks, c'est des opportunités d'achat. Quand on passe dans une dynamique baissière, ça, comme on le voit, et ben on ne fait plus de creux et sommets de plus en plus haut, mais on fait plutôt des creux et des sommets de plus en plus bas. Et ben là, on change de biais. C'est important de changer de biais et de ne pas rester focalisé dans une tendance haussière qui passe baissière. Sinon là, on fait la contre-tendance en pensant qu'on est dans le sens de la tendance, et ça peut être terrible. Et toujours, on cherche la continuation de tendance. Alors c'est possible de faire de la contre-tendance. Il y en a qui le font, mais vous n'avez pas les probabilités de votre côté. Et si vous débutez, je vous recommande clairement de faire la continuation de tendance. Donc Ether, oui, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Et prochaine target, les 4000 $. Si je regarde également au niveau des ordres, on avait pas mal d'ordres d'achat qui étaient en attente d'être exécutés, 3570 jusqu'à 3500 sur le contrat perpétuel de Binance. Ici, on a été déclenché des ordres sur Coinbase, 3575, plutôt une bonne réaction acheteuse, pareil sur Binance à ce niveau-là. Sinon au niveau des ordres au-dessus, on a 3700, 3800 qui est un chiffron psychologique, et après ouais, 4000 $, ça sera un gros niveau à surveiller. Au niveau des altcoins, alors je vais commencer par XRP, parce que XRP commence à bientôt faire un nouvel atterrage. C'est vrai que c'est assez délirant, et je pense qu'il y a peu de gens qui l'avaient anticipé. Honnêtement, pensez à prendre des profits. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on est quand même sur une crypto à très forte capitalisation, qui fait comme ça un x5 en 3-4 semaines. C'est assez rare, et ça arrivera pas souvent. Donc déjà, ne vous attendez pas, pour vraiment ceux qui débutent et qui m'écoutent actuellement, on peut pas être sur une crypto qui va faire un x20. Si je regarde comme ça le market cap, vous voyez, on a, alors attendez, je rafraîchis ok. On a un market cap de 153, on est sur 153 milliards de market cap sur XRP. C'est pas un projet qui va faire un x10 à partir de maintenant. D'accord? Parce que ça serait beaucoup trop surévalué, c'est pas possible. Il peut faire un x2, il peut faire un plus 50%, mais on arrive déjà sur des niveaux de valorisation où rentrer ici sur XRP, c'est très compliqué, voire impossible d'un point de vue risk-reward, on se positionne pas là-dessus. Un investisseur professionnel ne se positionne jamais sur une charte qui est autant verticale. Pourquoi? Parce que si vous vous positionnez sur une charte qui est autant verticale, c'est comme se positionner ici. On sait pas la suite. Quand on est à ce niveau-là, vous voyez, la charte elle est globalement similaire. Hein. Entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé en 2017, c'est globalement similaire. Un gros pump, comme ça. Et là, tout le monde vous dit, c'est le futur. Oui, XRP va dépasser Ethereum. Oui, c'est ce qu'on dit actuellement, c'est ce que j'entends. XRP va dépasser Ethereum. Je peux pas le prédire. Mais est-ce que ça me semble réaliste? Absolument pas. Et actuellement, pour moi, XRP est surévalué. Maintenant, un marché peut rester irrationnel. Et c'est pas parce que moi je dis que XRP est surévalué que le marché va se retourner.
Pour ceux qui sont positionnés sur XRP, tant mieux pour vous, et voilà, je suis content pour vous, pensez juste à sécuriser des profits. Pourquoi? Parce que le marché peut se retourner très rapidement. Et je ne sais pas s'il va se retourner très rapidement, mais ce qu'on fait là ressemble énormément à ce qu'on a fait en 2017. On peut pas anticiper le top, et vous voyez le top comment il se retourne? Une bougie weekly, moins 33%. Une deuxième bougie, moins 25%. C'est hyper rapide. Personne n'a le top ici. Personne se dit, tiens, j'ai un signal qui me dit qu'il faut que je prenne mes profits. Non. La meilleure chose, c'est de prendre des profits sur la montée. L'ATH, le sommet de 2021, un chiffron psychologique, par exemple, les 2 $, et vous prenez comme ça des profits sur la montée. On peut pas savoir jusqu'à où ça va aller. Ce qui est sûr, on n'aura pas un x5, x10 à partir de maintenant, parce qu'on est sur un fort market cap, et il y a beaucoup de débutants qui se concentrent uniquement sur le prix, sans prendre en compte la capitalisation boursière. Par exemple, des gens vont penser que Shiba peut aller chercher les 1 $. C'est impossible, d'accord? C'est impossible parce que d'un point de vue capitalisation boursière, enfin le marché de crypto, enfin le market cap des cryptos là, ce n'est pas du tout réaliste. Maintenant, est-ce que XRP va dépasser Ethereum? Moi, j'ai du mal à le croire. Pour moi, on est surévalué. Il y a beaucoup de cryptos qui sont dans le top 20 qui sont surévalués d'un point de vue market cap. Selon moi, c'est mon avis. Je parle surtout d'un point de vue fondat, utilité et voilà, réputation, tout ce qui va avec. Pour moi, XRP, le market cap est surévalué. BNB, on est sur un market cap, je trouve, qui est surévalué. ADA, pareil. Qu'est-ce qu'on a ici? Stellar, pour moi, n'a pas sa place dans le top 15. Bitcoin Cash, pareil, n'a pas sa place dans le top 20. LTC, pareil, comparé à d'autres projets comme par exemple du Tao, comme du qu'est-ce qu'on va avoir, du AAVE. AAVE, c'est un excellent projet, il a le potentiel d'aller chercher du top 20 sans aucun souci pour moi. Mais voilà, après, c'est toujours subjectif en fonction de chacun, et c'est le marché, c'est comme ça. Le but, c'est pas de se plaindre, ah oui, XRP, il a pas sa place ici, c'est abusé, nanana, je vais commencer à le short, je vais en vouloir à tout le monde qui ont du XRP, absolument pas. Si vous faites du cash, si vous avez du XRP, tant mieux pour vous. Maintenant, selon moi, on n'est pas ici dans une bonne zone pour se positionner. Par contre, et là je dis bien par contre, pour trader la tendance et pour trader le flux, ça c'est une charte qui est magnifique. C'est une charte qui est magnifique. Vous mettez des moyennes mobiles, les pullbacks, que ça soit 15 minutes. Si on n'a pas de pullback dans le tunnel 15 minutes, et on peut mettre carrément le tunnel 5 minutes, hop, comme on a ici. Pullback tunnel 5 minutes, vous voyez, tac, ça revient, c'est parfait. Là on rentre dans un range, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, les ranges précédés par une dynamique haussière ont plus de chances de break par le haut, on break par le haut, tac, on rentre à nouveau dans un range, là vous voyez on a un break par le bas suivi d'une réintégration, on n'aura pas toujours raison, et on n'aura pas toujours des trades gagnants. Par contre ce qui compte c'est au moment où vous avez un trade gagnant, vous gagnez largement lorsque vous prenez un trade qui est perdant. Potentiellement là il y en a qui sont fait stop loss, parce que on a été chercher leur stop loss, on était dans un range, on jouait une contraction, quelqu'un qui jouait la continuation, c'était réaliste, et qui se fasse invalider sous ce creux là, c'est possible. Maintenant ce qui compte c'est la personne qui jouait également la contraction ici, bah là, elle a perdu, on va dire, si je parle en pourcentage, elle a pris moins 1% sur son capital de trading, bah là, elle a peut-être pris 3, 4, 5%, parce qu'on voit que le mouvement est beaucoup plus explosif. On coupe rapidement les pertes et on laisse courir les gains. Et là, ouais, c'est plutôt pas mal. Pareil, si on a des pullbacks, tunnel 5 minutes, tunnel 15 minutes, c'est de très bonnes opportunités pour se positionner. Et XRP, la charte est très intéressante pour faire de la continuation de tendance. Pourquoi? Parce que c'est une altcoin qui est forte, et il n'y a rien de mieux que de se concentrer sur des altcoins qui sont fortes. Allez, par curiosité, pour ceux qui ont du XRP, on va mettre des extensions de Fibonacci pour voir. Alors, si je prends la charte, après XRP USD, crypto, on va mettre des extensions de Fibonacci. Le but, c'est tout simplement de voir des targets d'un point de vue technique si on ferait un nouvel ATH. Donc pour ça, on prend le sommet le plus haut, le creux le plus bas. Globalement, on est dans un range sur XRP. Nous donnera une target entre les 5,2 et les 6,5 $. Globalement, on serait sur un x2. D'un point de vue market cap, on passerait à 300 milliards de market cap. C'est pas impossible. Si le marché continue à s'enflammer comme ça, on pourrait aller. Par contre, là, c'est une grosse alerte. D'un point de vue technique, d'un point de vue market cap, prenez des profits. D'accord? On n'est pas sur un shitcoin qui va faire un x100. Donc vraiment sécurisez et prenez des profits. Donc XRP performe bien. On a Chainlink également. Chainlink qui sort du lot. Alors, j'avais noté quoi comme altcoin à analyser. XRP, Chainlink, Avax, Goat et Vanaki. Alors, Chainlink performe bien, et tant mieux parce que j'en ai accumulé surtout en bas de range à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'il nous fait. Vous voyez ici une grosse phase d'accumulation. Un break par le haut, un pullback sur la ligne de coup, et voilà, on maintient cette dynamique qui est haussière. On avait réintégré cette épaule tête épaule qu'on avait mis en place avec une structure en W qui nous permet de réintégrer ici la pattern de top. Puis là, si on vient faire un nouveau sommet,
c'est vraiment la continuation et la confirmation d'un plus gros bottom, hein. On est sur des bottoms ici mensuels, voire trimestriels. Ça, c'est des structures puissantes qui peuvent nous amener à un ATH sur Chainlink. D'un point de vue niveau intéressant à surveiller, déjà, on a les 0,382, c'est globalement là on avait à peu près buté. Après on a les 0,118 qui sont sur un niveau très intéressant également d'un point de vue action du prix. Par contre pour moi, si on commence à passer au-dessus des 35$, il y aura plus grand chose après l'ATH. Enfin avant l'ATH, je veux dire, il y a plus grand chose. Et dans le cas où on fait un nouvel ATH, on aura une target réaliste entre les 82$ et les 100$. Si on va chercher les 100$, ça nous fait un x5 sur le prix d'un point de vue market cap. Ouais, on serait sur un market cap, si on a, alors, faut une hausse globale de l'écosystème crypto quand même, hein. On serait sur, on va arrondir, on serait à peu près sur du 60 milliards de market cap. Donc c'est pas impossible, mais il va falloir quand même avoir une hausse globale de l'écosystème crypto, parce que ça nous mettra un Chainlink vers Dogecoin. Donc ouais, on serait quand même sur une altcoin season. Ça m'étonnerait que Chainlink performe seul de son côté, va chercher les 100$ pendant tout le marché stagne actuellement. Mais en tout cas, on a une bonne performance actuellement. Maintenant, attention, d'un point de vue market cap, je pense que sur Chainlink, on n'est pas loin de faire un ATH. Alors, je vais faire CryptoCap. Si je m'en sors, CryptoCap 2 points, link. On est à combien de l'ATH là sur le market cap? On est à 70%, et au niveau du prix, on est à 150%. C'est normal, il y a eu des déblocages de jetons sur Chainlink, toute la supply n'est pas encore libérée. Vous voyez, on a un market cap de 13 milliards avec une FDV à 21 milliards, c'est normal. On n'a pas tous les jetons sur Chainlink ne sont pas en circulation. Mais en tout cas, la charte, elle est plutôt pas mal. Si je dois regarder là sur du plus court moyen terme, globalement, ouais, ce niveau-là, on doit pas repasser en dessous. Ça peut être une zone d'invalidation. Là, on a une phase de consolidation sur ce niveau de résistance. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut aller chercher des nouveaux sommets et continuer à faire creuser des sommets de plus en plus haut et maintenir cette dynamique haussière et ce flux qu'on a en cours. Par contre, si on commence déjà à passer sous cette bougie impulsive, mais surtout repasser sous les 16$, ça serait une réintégration. Ça sera potentiellement pour corriger beaucoup plus bas. En tout cas, pour le moment, le momentum est fort. Si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, hop, 15 minutes au-dessus d'une heure, 1 heure au-dessus de 4 heures, tous les pullbacks, pareil, c'est des opportunités pour se positionner. Avax. Alors, Avax, un peu comme, vous voyez, un peu comme Chainlink, phase d'accumulation. La différence c'est que ici on était plutôt dans une petite dynamique qui était baissière comparé à Chainlink qui était dans un range. On break, on pullback, on revient chercher ici notre ligne de coup, notre grosse zone de support, plus le chiffron psychologique des 20$, pattern de retournement. On break, et là on a un flux bien haussier. Alors on arrive quand même dans notre zone de rechargement de short, et on n'est pas loin des 0,382 qui ont fait office de résistance auparavant, avec ce niveau-là. Donc déjà on a chiffron psychologique des 60$, plus ligne de coup de cette pattern de top. Donc c'est vrai qu'on arrive dans un niveau qui va pas être facile à passer. Chercher des achats sur une zone de résistance comme ça, pour moi ça me semble compliqué, hein. C'est toujours dans des phases de latéralisation, quand personne parle du marché, qu'on se positionne, ou éventuellement qu'on a des pullbacks. Vous voyez ici qu'on a un pullback sur un niveau de support comme ça, c'est intéressant. Là, chercher des achats à ce niveau-là, c'est compliqué. Par contre, si on break et qu'on s'installe au-dessus des 0,382, on peut très rapidement aller chercher les 0,118, qui est également la prochaine zone de résistance. D'un point de vue action du prix, ça semble cohérent. Et on a les 100$ juste au-dessus. Donc ouais, pareil là, une zone de résistance. Et si on break ce niveau-là, pour moi, pas de raison de ne pas faire un nouvel ATH. Avec une target entre les 233 et les 286$. Alors, on m'a demandé d'analyser Vanry. Vanry, ça me parle. Il me semble que j'en avais acheté d'un point de vue technique. Je peux vérifier ça ici. Ça sera sur Binance sûrement. Ouais, j'en avais acheté. Ouais, c'était un swap de token. Vanry avant s'appelait TKV. Et j'en avais acheté, donc et j'avais déjà pris 3 doubles. J'avais pris un x2, un x4 et un x8. J'avais pris mes profits sur ce pump. Je devais être rentré par là, mais avant il y avait une autre charte, donc on devait avoir quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, mais je l'avais noté. Ça me parle, je sais qu'il y avait un swap de token. C'était juste d'un point de vue technique, parce que la charte elle est très intéressante que je m'étais positionné, parce que d'un point de vue fonda, j'en ai aucune idée de ce que c'est. On avait eu cette petite phase d'accumulation, on est revenu dessus. Rebond ici en V-bottom avec un très fort momentum. Si on a un retracement, un pullback et qu'on revient chercher globalement les 10 centimes, c'est une bonne zone ici pour chercher des achats. Vous voyez cette bonne bougie impulsive, on a ici ce niveau qui faisait office de résistance qui doit faire maintenant office de support, et ça nous permettrait d'avoir un pullback clean et ne pas repartir directement en V-bottom. Moi j'ai du mal avec les charts qui font ça et qui partent d'un coup comme ça en V-bottom. Je préfère toujours avoir un pullback,
pour chercher à me positionner pour faire une plus grosse structure. Donc ouais, si on pull back, c'est intéressant. Maintenant oui, le momentum actuellement il est plutôt fort. Si je mets des moyennes mobiles, vous voyez, on repasse au-dessus du tunnel daily qui faisait office de résistance. Sur du court terme, on a un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 4 heures qui crosse le daily, une bonne dynamique qui est haussière. Maintenant, il va falloir surveiller juste les niveaux de retracement pour voir où on peut prendre des profits, où on peut s'attendre à avoir du mal à passer. Actuellement déjà d'un point de vue action du prix, on est quand même sur un niveau de résistance. On le voit bien. Si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, on a les 0,382 avec le chiffron des 20 centimes qui peuvent faire office de résistance. D'un point de vue action du prix, les 0,118 sont très bien placés parce que là on a cette pattern de top de marché où on voit sommet creux, sommet plus bas que le précédent, on break le creux le plus bas, donc pattern de top, M-top, break, pullback au niveau de la ligne de coup, rejet, on y retourne encore une fois, rejet, donc on voit que c'est un niveau qui est très défendu, puis si on break les 0,118, après c'est direction l'ATH, pareil, il y aura pas grand chose. Donc ouais, actuellement, premier palier en cours, zone de résistance, 0,382, et ensuite 0,118. Et si on pullback et on revient, vous voyez les 10 centimes ici, c'est une bonne zone selon moi pour chercher des achats. Dans ce genre de projet, de crypto, soit vous avez une zone d'invalidation assez serrée, si ici vous avez une petite pattern de retournement, soit vous mettez une zone d'invalidation beaucoup plus éloignée en dessous de ce creux-là, qui doit être un creux qui est protégé, pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Globalement, quelque chose comme ça, avec toujours au moins du 2 pour 1, 3 pour 1 de risk reward. Vous voyez, 0,118, 3 pour 1, avec une sécurisation partielle sur la montée, et on peut toujours garder une faible exposition. Voilà, admettons, au niveau des 0,118, vous avez clôturé 70-80% de votre position, vous gardez 20% au cas où on fait un nouvel ATH, et je pense que c'est une crypto à faible market cap, 286, donc voilà, on sait jamais, c'est une crypto qui peut peut-être faire un x10, x15, x20, on peut toujours être exposé. Alors, comme je dis, je ne connais pas le fonds d'art. Maintenant, si c'est une future pépite que vous aviez identifiée, toujours garder quand même une petite exposition. Ça peut être intéressant et surtout de ne pas le regretter à vous dire, ah, j'aurais pu garder quand même un tout petit peu au cas où ça monte. Et si ça baisse, vu que vous avez pris 80% de vos profits et vous êtes clairement désexposé, les 20% ne doivent pas vous impacter. Dernière crypto, GOAT. Alors, j'ai quoi comme chart? Alors, on va juste regarder si j'ai une chart qui date depuis quand. Je suppose que c'est lui. 20 octobre. Ok. Ouais, j'ai pas grand chose. Alors, je connais pas du tout le fonda. D'un point de vue market cap, on est 127ème. Très bien. Alors moi, j'ai toujours du mal de me positionner d'un point de vue technique sur des charts qui sont aussi jeunes. Comme je vous l'avais déjà enseigné avec Optimism, avec TIA, avec Dimension, avec Saga, moi déjà, si je me positionne sur du long terme, j'aime toujours avoir une vue en weekly. Et ici, une charte comme ça en weekly, j'ai pas assez d'historique pour vraiment commencer à me dire est-ce que je dois me positionner ou pas. La meilleure chose, c'est comme TIA, on patiente le temps d'avoir une phase de consolidation avec une pattern de retournement. Vous voyez là, on a une pattern de retournement. Ça nous montre que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre et on a un point de repère. En fait, une pattern de retournement, comme ça nous permet plusieurs choses. Ça vous permet déjà, de savoir, je ne sais pas où on va la faire. Ça se trouve, ça va être ici. À ce niveau-là. Très bien. Ça se trouve, on va enfoncer et on va aller chercher beaucoup plus bas. Et on va la faire là. J'en sais rien. Mais le fait d'avoir une pattern de retournement, ça nous permet d'identifier plusieurs choses. Premièrement, on sait que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre et on veut se positionner du côté des acheteurs. Donc si on break par le haut, c'est qu'on est du côté des acheteurs, ça nous augmente nos probabilités d'être dans le sens de notre position et ça nous évite également d'immobiliser du capital trop rapidement en se positionnant ici sans savoir si on a un bottom qui posait ou pas. Et surtout, le point le plus important, ça nous permet d'avoir une zone d'invalidation. Un niveau qui nous dit, ok, si on repasse en dessous de ce niveau-là, donc si on valide cette pattern de retournement sous ce niveau-là, si on valide celle-ci sous ce niveau-là, ça nous permet d'identifier à quel moment on coupe nos trades. Parce que là, moi honnêtement, si je prends un long ici, ma zone d'invalidation, je la mets où? Sous le creux le plus bas? Ok, à la limite, mais voilà, j'ai pas un point de repère, j'ai pas une zone d'invalidation qui est claire. Et c'est pour ça, c'est important d'attendre. Comme je dis, j'ai pris TIA, je peux prendre également Saga, voilà, vous voyez, ça baisse. On sait pas jusqu'à où, jusqu'à trouver une pattern de retournement. On break, on pull back, ligne de coup. Là, déjà, on a un point de repère. Ici, c'est intéressant d'avoir des achats, de chercher des achats sur ce niveau de support, zone d'invalidation sous le creux le plus bas. On peut faire ça avec DIM, pareil, allez, hop. On sait pas, ça baisse, on laisse, jusqu'à où ça peut encore baisser si ça veut, pas de souci, jusqu'à trouver cette phase de consolidation. Break, pump, pull back. Ça peut être une opportunité d'achat. Zone d'invalidation sous la structure. C'est ça le plus important. Maintenant,
Rien n'empêche de faire du trading court terme là-dessus. Actuellement, on est sur un niveau de support. On est sur un gros niveau, on a pris la liquidité, on a réintégré. On a quand même des moyennes mobiles orientées à la baisse, mais on a un signal qui est plutôt pas mal. Donc ça dépend toujours de votre approche, mais actuellement on est sur un niveau de support. Si on repasse au-dessus du 15 minutes, objectif le 1 heure. Si on repasse au-dessus du 1 heure, on peut mettre ici un retracement de Fibo, et se dire que les 0,382 et ensuite les 0,118 sont des targets intéressantes. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas on a un BTC qui, comme je l'ai dit, réagit plutôt bien, avec une clôture H4 qui arrive dans 2 minutes, qui est vraiment bien, un marché US qui pumpe bien. Si on peut partir en ATH sur le SP500, mais vraiment s'installer au-dessus du précédent sommet, pas juste mécher, et poursuivre cette dynamique haussière long terme qu'on a, ça serait très encourageant et les cryptos pourraient en bénéficier. Et voilà, on a un peu un indice du dollar également qui est sur résistance sur son haut de range, avec ici un ravalement baissier qui nous a réalisé. Donc j'ai envie de dire, quand je regarde comme ça le contexte S&P, indice du dollar, crypto, comment ça se passe, pour moi c'est plutôt bullish pour continuer par la suite. Voilà, au niveau des annonces, on a le PMI, aujourd'hui j'en ai parlé, le 11 décembre on aura l'inflation, on a taux de chômage NFP qui arrive, vu que c'est le premier vendredi de chaque mois, ça sera vendredi 6, ça faudra également surveiller les prochaines news, et puis dans tous les cas d'ici là, j'aurai le temps de vous tenir au courant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, dites-moi vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord où on échange de trading, crypto, investissement, je vous partage des conseils, surtout si vous commencez, c'est une communauté, un groupe où vous pouvez en apprendre énormément, et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.